Une pratique très domestiquée par les êtres humains. Les apiculteurs disent que ce bois, c'est un échec parce qu'il n'y a pas de biodiversité et il y a des plantes qui ont pris la place d'autres plantes et qui, peu à peu, les font mourir. Donc ça, c'est un cas de mauvaise pratique, ou bien ce sont des bois, mais ça remonte, ça renvoie à la question des bois qui ne sont pas aménagés. Et en fait, Luca et Alessia, donc Luca que vous avez vu avant, nous dit que personne ne coupe plus les arbres dans les bois, les acacias sont toutes vieilles, et s'ils ne sont pas taillés, elles ne produisent pas. Les marronniers et les tilleuls ont été déracinés pour faire place aux vignobles au début du XXe siècle. Mais les vignobles aussi ont été abandonnés et les bois ont gagné du terrain. Ainsi, il y a des bois un peu partout, mais sans plantes en hectare. Il y a quelques dizaines d'années, c'était les fermiers qui s'occupaient du bois et qui tenaient la situation sous contrôle. Mais aujourd'hui, les bois sont retournés à l'état sauvage où les plantes les plus fortes ont le dessus. Et les bois, peu à peu, meurent. Et ensuite, il m'a dit des mots qui sont vraiment, pourraient être un titre dans l'ouvrage, c'est-à-dire, une fois il y avait moins de bois, mais plus de miel. Aujourd'hui, il y a des bois, mais pas de miel. C'est vraiment frappant, je crois, parce que ça, c'est vraiment une esquisse de la situation actuelle dans nos bois, aussi dans le milieu de la rue. Je vais vous présenter le cas de la vallée des Suzes. Alors, je fais recherche dans un hameau qui s'appelle Subra, 1400 mètres. Donc c'est un hameau de Ulx, qui est un petit village vraiment à 20 minutes, 15 minutes de la France, 15 minutes de Briançon. Et à Subra, non, toutes les photos, à Subra vit Ornella. Ornella et son collègue pratiquent apiculture nomade entre Villain, que vous voyez dans la photo dessus, et le village de Subra. Et elle m'a informée d'une chose très, très bizarre qui arrive aux abeilles, mais aux fleurs. Parce qu'elle nous dit que tout dépend des conditions du temps. Certaines années, au début de juin, il fait encore froid et les floraisons s'arrêtent. D'autres fois, les floraisons sont magnifiques, mais les fleurs sont vides, sans nectar. Comment ça? Fleurs sans nectar. La situation est très alarmante. Les entomologues et les biologues ont commencé à travailler sur ça. Mais apparemment, les derniers printemps qu'on a eus, mais je crois que en France, c'était la même chose, ont été très chaudes, en une sorte de... Avant printemps, en février, en mars, il fait très chaud. Alors les fleurs fleurissent, les plantes à nectar fleurissent, puis il y a des soudains coups de froid, et ces fleurs, ils s'arrêtent, ils restent un peu bloqués, et donc il n'y a plus de nectar. Alors comment faire avec une situation comme ça? Il y a plein de fleurs, ils sont très beaux, mais là, il n'y a plus de nectar. Les apiculteurs doivent adapter leur savoir. Et comment faire? Par exemple, ils nourrissent les abeilles. C'est-à-dire, ils déplacent tout à côté des ruches des petits bols avec de l'eau sucrée pour que les abeilles puissent se nourrir. Il y a 50 ans, il y a 40 ans, personne, il n'y avait aucun apiculteur qui faisait ça, parce que ce n'était pas nécessaire. Ils avaient le nourrissement pendant toute l'année. Et aussi, les apiculteurs installent des petites fontaines pour abeilles, c'est-à-dire toujours les petites bols, un peu déplacées un peu partout. Donc si l'abeille commence son bol, elle a des points où elle peut boire. Ou encore, ils ont commencé à déplacer les ruches tout près des sources d'eau ou des tourbières, par exemple. Et normalement, si vous avez... si vous faites attention aux ruches, quand vous les voyez, ils sont presque toujours déplacés sous le soleil. Bon, donc, habituellement, ils faisaient ça. Même aujourd'hui, comme il fait beaucoup plus chaud, alors ils ont commencé à penser dans une façon différente. Ornella, l'apicultrice de Subra, par exemple, a créé les ruches de réserve, c'est-à-dire elle a un certain numéro de ruches qui peuvent être transférées à n'importe quel moment selon les floraisons. Parce que il était une fois où les floraisons étaient
très régulière. On commençait avec le pissenlit, puis il y avait la tilleule, puis il y avait d'autres plantes jusqu'à la cacha. Et donc on avait une succession de floraisons et les abeilles pouvaient se nourrir jusqu'à juin à juillet. Aujourd'hui, ce qui se passe est qu'on a des floraisons contemporaines. Donc ça commence le pissenlit, mais en même temps ça commence aussi la cacha. Et alors les abeilles n'arrivent pas à se nourrir de tout ça et puis ça peut arriver qu'après ces floraisons, tout s'arrête, ciao, et on se voit l'année prochaine. Donc ils doivent s'adapter et s'inventer des façons nouvelles pour faire face à ces changements. Et Ornella m'a dit, on a commencé à raisonner d'une façon différente. On a commencé à planifier nos mouvements à l'avance et à être prêt à changer nos plans selon les conditions. Donc, elle aussi parle aussi des floraisons contemporaines. Les collaborations interspécifiques sont des collaborations qui sont mises en place, on a vu, entre les abeilles et les êtres humains, mais ils ne sont pas les seuls acteurs sociaux qui forment les processus, les collaborations interspécifiques, parce qu'il y a d'autres acteurs. Par exemple, les sols, le terrain, les organismes qui vivent dans le terrain, les plantes, et la symbiosis a du succès quand tous ces éléments entrent en collaboration. Je vous présente un autre cas, c'est de l'autre côté de la même vallée, de la vallée de Suse, une autre vallée de Suse. Jovenceau est en amont de Southbrooks, c'est toujours à 1350 mètres. Je vous présente les ruches d'Andrea. Andrea est un jeune homme de Jovenceau, vous voyez des ruches en hiver. Et voilà, il y a Andrea avec ses ruches. Qu'est-ce qu'il a fait, Andrea? Andrea a commencé à semer des espèces végétales à côté de ces ruches pour attirer les pollinisateurs. Vous voyez du pissenlit, mais il y en a d'autres. Le pissenlit, c'est spontané, mais vous en voyez d'autres. Mais la chose la plus importante, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté du houblon. Alors, le houblon, bien, il fait du nectar, quand même, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas une des plantes privilégiées par les abeilles. Mais là, c'est très intéressant parce que le houblon vient de la même famille du chanvre. C'est-à-dire que, exactement comme le chanvre, il a des racines très profondes qui sont très utiles. Il favorise la régénération et la fertilité du sol. Et donc, par conséquent, si le sol est bien fertilisé, les espèces sauvages ou pas sauvages qui vont pousser seront de plus en plus. Donc, Andrea, même pas, il n'était pas vraiment conscient, il n'était vraiment pas conscient de ça, mais il a fait quelque chose qui a activé un processus de collaboration interspécifique. Et ça, c'est une autre citation de Arnold Singh qui parle des paysages qui sont vivants aussi, qui ne sont pas des choses qui restent là, dehors, mais qui sont vivants parce qu'ils sont les lieux, les résultats de ces collaborations interspécifiques. Maintenant, on descend rapidement des montagnes collines et je vous montre un autre exemple des bonnes pratiques et des savoirs adaptés. Ce que vous voyez, ce sont mes endroits, les langues où j'habite. Vous voyez qu'il y a plein de vignobles et ce sont des territoires où il y a ce vin qui s'appelle Barolo, que vous peut-être connaissez, et encore un œil qui n'est pas trop formé à regarder d'un point de vue d'un apiculteur pourrait vous dire « Ah, c'est magnifique, tous ces vignobles, ah, super, en fait, il y a plein de touristes. » Mais en fait, qu'est-ce que c'est ça que vous voyez en haut? C'est le résultat d'un processus d'utilisation de pesticides depuis dizaines d'années, qui ont complètement tué la biodiversité. Il y a des vignobles et des vignobles, vignobles et vignobles, rien de bon, c'est ça.
Qu'est-ce qu'a fait un apiculteur avec qui je travaille, qui a aussi des vignobles dans le même endroit? Il a commencé à raisonner d'une autre façon. C'est-à-dire, il a commencé à semer l'engrais vert. L'engrais vert est un mélange d'espèces végétales qui sont en fait invasives, mais ils sont très utiles. Ils ont la même fonction du chanvre et tout ça. Et donc, ils aident le sol, ils aident le territoire, ils aident les abeilles, les pollinisateurs sauvatiques. Et ce qu'ils m'ont dit, ce que sa famille m'a dit est, tu vois, lorsqu'on a commencé à semer l'engrais vert, on le laissait pousser, le goût du vin a changé. Et ça nous nous souvenons que le vin avait le même goût il y a 40 ans. Donc, c'est très intéressant ce qu'ils font. Et aussi, Ornelle, en revenant à Soubra, m'a dit presque la même chose. Elle n'a pas semé l'engrais vert, mais elle a dit que lorsqu'elle a commencé à déplacer ses ruches, il y a eu des espèces spontanées qui sont poussées et qu'elle ne voyait depuis 10 ans, 15 ans. Donc, la trèfle, les pierres de bois, le lier, la sage, etc., etc. Et là, c'est un peu la conclusion du cercle sympoétique, parce que, elle dit, on est assez bien de voir les abeilles et des champs qui fleurissent, parce que quand on faisait le foin, on avait toujours le problème à les vendre, parce que le foin qui est fait en haute montagne est plus cher de celui qui est fait dans le plat. Et ils avaient du mal à le vendre. Mais maintenant, il y a ce jeune homme à Vazon, qui est un village un peu plus amont, qui a commencé à élever 2 ou 3 vaches en veau. Et on s'est mis d'accord, et à partir de l'année prochaine, ça sera lui qui fera le foin et l'utilisera pour ses vaches. Comme ça, on a un double avantage. Les champs sont moissonnés et le foin reste à haute valeur. Donc c'est tout un processus circulaire. Dernier cas d'étude, et puis je m'arrête, c'est le cas de l'ensauvagement de l'environnement. Ce que vous voyez, Giorgio Torazza, il est un apiculteur qui habite à Ceresole d'Alba. Ceresole d'Alba est un milieu de plaine, pas loin de Turin, et vous le reconnaissez parce que vous voyez que du maïs. Maïs, c'est-à-dire pesticides. Et il est apiculteur nomade, il déplace ses ruches à l'Alpe Laune, qui est sous sa chez nous, c'est Monte-Vallée. Et ce qu'il fait, avec les bénéfices de l'apiculture, il a commencé à acheter des parcelles de terrain tout proches de celles où il y a les ruches, et il a commencé à les re-ensauvager. C'est-à-dire qu'il a commencé à semer des variétés spontanées, mais aussi des plantes. Des plantes que vous voyez, donc par exemple la caccia, mais la caccia normalement vient spontanée aussi, une plante qui s'appelle aubepine. Albaspina, biancospina en italien. Et ces plantes avaient la fonction, il y avait un peu partout, en temps en Italie, de marquer la limite des propriétés des champs, mais aussi ces plantes avaient une fonction aussi de protection, parce que par exemple, ils prévenaient les glissements de terrain, ils prévenaient les éboulements et tout ça, et ils ont été enlevés, non, come si dice togliere. Alors il les a replantés. Il a créé ce que les collègues écologues appellent des couloirs de connexion. Parce que les couloirs de connexion ont la fonction de mettre en relation la composante humaine, les abeilles encore, mais aussi les oiseaux qui nidifient dans ces couloirs de connexion, mais aussi ils créent des conditions aussi pour favoriser la biodiversité. Bon, j'ai fini, je voulais encore vous montrer cette image, qui est un peu la conclusion de ma présentation, et ça c'est la main à Aurélie. Je remercie beaucoup Aurélie pour m'avoir donné cette image à partager avec vous, et je crois que cette image est vraiment l'image d'une collaboration interspécifique
magnifique, je crois. Et donc, c'est fini, j'ai fini. Je vous remercie, merci grandement.